Je pense que il y a quelque chose de génial potentiellement dans le métaverse à partir du moment où on va justement y mettre de la narration, on va y créer des univers forts, on va permettre aux gens de voyager dans des trucs un peu fous. Si c'est juste pour leur vendre une paire de baskets virtuelles, franchement, moi ça me fait pas rêver quoi. Bonjour, je suis Joanne Rousseau, je suis créatrice de jeux vidéo et je fais mon brigadin. Donc là, c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que, ce qui m'amuse dans ce choix-là, c'est que c'est un film qui est hyper mythique pour moi. Et en fait, c'est pas un film basé sur un jeu, mais c'est le film qui a donné potentiellement la meilleure adaptation en jeu vidéo de mon point de vue, Alien Isolation, qui est un jeu incroyable, qui en fait s'inscrit vraiment dans une continuité puisque Alien Isolation, ils ont conçu le jeu pour qu'il s'inscrive entre Alien et Aliens, en termes de timeline. Et donc, on a ce jeu qu'ils ont vraiment, en termes de toutes les mécaniques de jeu, sont vraiment faites pour s'inscrire dans ce passage d'un film qui est au départ un film vraiment d'angoisse, quoi, à un film qui devient, le second étant un film d'action. Et il se passe exactement cette transition-là dans le jeu, ce qui est quand même assez phénoménal. Ils avaient vraiment réussi à faire un truc d'une qualité invraisemblable, quoi. Super jeu, jouez-y. On est finalement dans quelque chose qui insiste moins sur le gore que vraiment sur l'angoisse. Et ce qui est aussi le cas du film Alien, en fait, où certes on a cette scène-là qui est particulièrement gore, mais finalement le reste, c'est l'angoisse de cette être, parce que finalement la créature on la voit très très peu dans le premier. Quand ils avaient développé le jeu, ils avaient vraiment concentré énormément de leurs efforts sur l'IA de l'alien, et en fait l'alien apprend. Il apprend vraiment de ce que fait le joueur. Et donc si le joueur prend le réflexe d'aller se cacher souvent dans il y a des espèces de petits casiers en métal, etc., où on peut se cacher. S'il se cache trop souvent dans les casiers, l'alien va finir par comprendre et il va ouvrir les casiers pour chercher le joueur. Il y a plein de petites choses comme ça où en fait il faut régulièrement modifier son comportement, sinon l'alien finit par apprendre. Ça commence à devenir très très compliqué. Si justement on a réussi à épuiser toutes nos techniques pour l'éviter, ça complique un peu les choses. Ce qui est amusant en fait dans cet univers-là, c'est que c'est des choses qui passent effectivement très bien en jeu vidéo. Warcraft, c'est un univers où donc on va retrouver toutes les créatures habituelles de la fantasy, on a les orques, on a les elfes, etc. Mais dans un rendu qui était à l'époque, quand le jeu est sorti, World of Warcraft, et puis même avant, parce qu'au départ c'est un jeu de stratégie, c'était un univers assez humoristique, très coloré, et d'essayer de rendre ça en film et d'en faire un truc réaliste, ça donne tout de suite quelque chose qui est un peu super kitsch, quoi. C'est rigolo, en fait, ça devient presque du nanardesque, mais bon, c'est le lien, effectivement, avec le jeu. Alors, l'univers, je pense, est assez bien respecté. Par contre, visuellement, oui, ce qui marche très bien en jeu, là, donne quelque chose d'un peu étrange, quand même, faut dire ce qui est, quoi. Mais est-ce que c'était une bonne idée de partir sur un film et pas plutôt de faire un animé? Ça, c'est une autre question. Your flying eggs are pretty impressive, Mr. Eggman. But let's face it, you'll never catch me. Confidence. Déjà, le Sonic, ils l'ont, comme vous le savez sûrement, ils l'ont relooké suite aux réactions des fans, parce que c'est vrai que la première version était assez terrifiante, en fait. Il avait l'air d'une espèce de vieille marionnette molle, enfin c'était catastrophique. Alors qu'effectivement, les designs, moi je me souviens vraiment d'avoir joué au premier Sonic il y a quelques années, on va pas donner de détails. Et il y avait quelque chose de très très agressif, même d'ailleurs toute la communication Sega à l'époque, elle était vraiment tournée dans l'idée, leur slogan c'était Sega c'est plus fort que toi, il y avait toujours un côté très rentre-dedans, et Sonic il avait ce côté, alors, certes c'était un hérisson bleu, mais il était vraiment très agressif. Et là encore une fois on retrouve ce même problème d'essayer de rendre quelque chose qui est très cartoon, très vraiment où le design a été fait pour avoir un rendu animé au départ, quoi. Et le rendre en réel, c'est compliqué. I was not expecting that. But I was expecting not to expect something, so it doesn't count.
Et là, finalement, on est dans des scènes où ils peuvent pas rendre cette idée de vitesse, et au contraire, ils ralentissent. Et c'est presque le parti pris exactement inverse de ce qu'on va ressentir en termes de sensations dans le jeu. Et je pense que rajouter de l'humour, en plus, à partir du moment, encore une fois, où on intègre des personnages 3D qui au départ viennent de l'animation dans du film réaliste, s'il n'y a pas d'humour, je ne sais pas si ça serait passé. En fait, ça aurait peut-être été même vraiment, là encore, un peu creepy, plus que réellement fun. Donc, ça colle, mais bon, c'est vrai que c'est probablement parce que les gens qui ont joué à Sonic il y a très longtemps s'imaginaient voir. Ça, par contre, effectivement, l'animation d'attente où il tape du pied et il regarde sa montre qu'il n'a pas d'ailleurs, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouvait déjà sur le Sonic. Moi, je l'avais sur Game Gear, donc une petite console portable comme ça. Et en fait, dès qu'on posait la console ou qu'on ne jouait, on le faisait pas bouger 5 minutes, il avait exactement cette animation-là. Donc ça, c'est effectivement le petit clin d'œil aux joueurs de... en fait, ouais, Sonic s'ennuie dès qu'il n'est pas en mouvement, en fait. Like Pac-Man. Do you know what PAC stands for? PAC. Program and Control. He's Program and Control Man. Ce qui est amusant, c'est qu'il part sur un trip vraiment de se poser des questions philosophiques sur ce qu'il advient de Pac-Man dans son labyrinthe quand il en sort, etc. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand cet épisode est sorti, c'était vraiment le « waouh, c'est incroyable, un épisode interactif, c'est fou, etc. » De la narration avec des embranchements, des choix, etc. Nous, on fait ça depuis longtemps. Enfin, moi, personnellement, uniquement depuis 24 ans, mais ça fait longtemps vraiment qu'on fait de la narration interactive. Don Bluth, par exemple, le fameux réalisateur de séries, d'animation, a réalisé un jeu vidéo. Il était hyper impressionnant à l'époque parce que c'était vraiment la qualité d'animation de Don Bluth et c'était effectivement avec vraiment l'interaction. Mais c'est vrai qu'en jeu vidéo, nous, en plus, c'est pas des embranchements simples, c'est... sur Gridfall, par exemple, un des jeux qu'on a développé, on a des embranchements qui sont énormes avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de choix possibles. Et c'est pas juste de la binarité, quoi. Et simplement le fait pour le joueur de se dire tiens, je vais aller à droite, et il y réfléchit même pas. En fait, c'est pas un choix dans un dialogue ou c'est pas un moment où on lui dit hey, il faut que tu fasses un choix maintenant. C'est normal, il se balade et il va par là. Ça va modifier l'histoire, ça va changer son expérience, ça va changer. Et c'est vrai que bon, le cinéma, c'est pas leur spécialité, quoi. Nous, c'est vraiment notre corps de métier, quoi. C'est vraiment un fantasme qu'on retrouve vraiment dans le cinéma depuis très très longtemps. Il y avait ce film avec Schwarzenegger où pareil, il est dans une espèce de scène avec un casque VR. Il y a eu Existence. Je dirais que ce qui a changé, c'est que maintenant le regard est plus positif et plus bienveillant. Au départ, c'était vraiment ça va rendre les gens complètement fous, ça va les rendre complètement, ça va les transformer en légumes, ça va je sais pas quoi. Enfin, ouais, il y a vraiment très très longtemps, dans les années 2000, d'avoir essayé des trucs, ça rendait malade, c'était horrible, c'était vilain au possible. Et en même temps, c'était déjà un peu fou. Et on nous disait ah ouais, mais vous allez voir, dans 2-3 ans, tout le monde a ça chez soi. En 2000, hein. En 2000, personne n'a jamais eu de lunettes de verre chez soi. C'était absolument évidemment, ça a mis beaucoup plus de temps à arriver. Maintenant, ça commence effectivement à arriver chez les gens, mais c'est toujours pas chez tout le monde. Loin de là, ça reste un équipement qui est pas simple à obtenir, qui est quand même un peu coûteux. Et puis, il faut avoir la place chez soi, quoi, parce que moi, j'ai essayé, un copain m'en a prêté un, j'en ai installé un chez moi. Alors déjà, il faut tout dégager, il faut pousser la moitié des affaires du salon pour se faire la place, pour pas tout casser quand on se met le truc sur la tête. Évidemment, j'ai mis le truc sur la tête, j'ai commencé à jouer et tout, c'était sympa. Et ça a fait beaucoup rire mon chat qui m'a sauté dessus en pleine partie, qui se demandait ce que je faisais. Moi, je voyais rien, je me suis cassé la gueule. Enfin, j'ai réussi à faire le sketch absolument parfait. Donc, ouais, c'est pas encore complètement, on va dire, parfait et fonctionnel. Par contre, les sensations sont géniales et si vous avez l'occasion de tester les jeux en VR, c'est vraiment rigolo, quoi. The Oasis. En fait, ce qui est terrible dans cette scène, c'est qu'ils veulent suggérer l'immersion du personnage et finalement, on est sur quelque chose de plat. Alors que quand on est effectivement en VR avec les lunettes de VR, on est entouré complètement par ce qu'on voit par l'image. D'ailleurs, en termes de réalisation, puisqu'il y a aussi des films en VR, des expériences VR qui se rapprochent de celles du cinéma,
ils ont dû modifier complètement la manière de travailler la création, puisque on ne peut plus parler de plan, puisqu'on est au centre d'une sphère. Comment on attire l'attention vers un élément, comment en fait on transcrit la narration cinématographique dans quelque chose où en fait la personne qui regarde, elle est au centre de tout ce qui se passe. Mais c'est, enfin moi ce qui m'amuse en fait dans Ready Player One, c'est que c'est complètement du fantasme en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne la VR, quoi. C'est rigolo, ça fonctionne bien et c'est marrant à voir au Cinoche, mais l'immersion c'est pas ça. Go anywhere. Like the vacation planet. Surf a 50-foot monster wave in Hawaii. Je pense que il y a quelque chose de génial potentiellement dans le métaverse à partir du moment où on va justement y mettre de la narration, on va y créer des univers forts, on va permettre aux gens de voyager dans des trucs un peu fous. Si c'est juste pour leur vendre une paire de baskets virtuelles, franchement, moi ça me fait pas rêver, quoi. Et je pense que c'est aussi le cas de pas mal de joueurs qui se disent ok, pour l'instant c'est quoi l'intérêt? Attendons de voir, mais il y a déjà eu des univers virtuels. D'ailleurs, certains même avaient des aspects commerciaux. Et pour les joueurs, l'idée de s'y plonger, c'est... Enfin, voilà, encore une fois, ils ont l'habitude, quoi. Tous les MMO, c'est un peu cette idée-là. Parfois, d'ailleurs, sur les MMO qui ont bien marché, c'était le cas, par exemple, de Warcraft, qu'on regardait tout à l'heure, il y a tout un système économique extrêmement complexe qui s'est créé sur ces jeux-là. Maintenant, ouais, pour moi, pour l'instant, c'est un peu juste une bonne idée de commercial. J'attends de voir ce que ça peut donner, mais ça me fait pas rêver, quoi. Jeanne Rousseau, merci d'avoir regardé, c'était mon breakdown pour GQ.